Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Débat pour la Nation, c'est plateau spécial. Vous êtes habitués à suivre cette émission avec Peter Tiani à la présentation, mais il est empêché, et qu'à cela ne tienne, le boulot doit évoluer et je suis là pour l'épauler chaque fois qu'il est donc absent. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux un jeune, il venait d'ailleurs faire l'objet d'une brève interpellation il y a peu. Il milite pour l'avènement d'un État réellement démocratique et depuis un moment, il s'est lancé dans une campagne médiatique visant à sensibiliser aussi certains jeunes. Il s'appelle Fortifi Lushima, il est coordonnateur national d'urgence panafricaniste et avec lui, nous allons passer en revue les différentes questions liées d'abord au fonctionnement de ces mouvements, mais aussi on va commenter les sujets brûlants d'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur Fortifi Lushima, bienvenue dans cette émission. Bienvenue à vous, chers journalistes. C'est un honneur et un bonheur d'être sur votre plateau. Mais je reviendrai un temps soit peu sur la présentation. Ok. Parce que je ne milite pas pour l'avènement d'un État démocratique. Ah, ok. Et surtout lorsque la démocratie est comprise dans l'acception occidentale, nous la rejetons. Mais je milite beaucoup plus pour l'avènement d'un État souverainiste, où notre peuple aura le droit, comme tous les autres peuples, de pouvoir faire éclater sa volonté de puissance au concert de nations. Très bien. Alors, vous militez pour un État réellement souverain, si je dois me corriger. Est-ce que vous pensez avoir le soutien de cette jeunesse congolaise et quinoise en particulier? Évidemment, et nous l'avons d'ailleurs je pense aussi que vous l'avez constaté, durant mon incarcération, il y a eu une mobilisation nationale, beaucoup de jeunes ont haussé la voix, il y a eu une mobilisation continentale, partout en Afrique, de jeunes Maliens, de jeunes Ivoiriens, de jeunes Burkinabés ont aussi haussé le ton. Et il y a aussi eu une mobilisation internationale, parce que j'ai vu même la presse argentine et la presse d'Amérique latine, la presse russe, la presse chinoise en parlait. Et donc aujourd'hui, nous sommes très suivis par la population comprend ce que nous menons comme combat. Vous avez quelle image aujourd'hui, vous avez quelle perception de la jeunesse quinoise en particulier? C'est une jeunesse présentée réellement comme une jeunesse ivronne, comme une jeunesse qui est plus dans l'oisivité, dans le futilité, là où on parle Congo, là où on parle État, là où on parle évolution, technologie, science, la jeunesse est pratiquement absente. Alors comment faites-vous pour sensibiliser cette jeunesse? Comment faites-vous pour que cette jeunesse puisse aussi endosser votre combat? Exactement. Et la perception que j'ai de la jeunesse congolaise, de la jeunesse quinoise en particulier, j'ai l'impression qu'elle est consciente, mais qu'elle n'est pas orientée. Parce que dans chaque pays, il doit y avoir des éclaireurs, des gens qui orientent la pensée de la population, des gens qui donnent à la population la matière à réfléchir. Et malheureusement, nous avons des acteurs politiques qui veulent à tout prix abrutir la population, imbéciliser la population, raison pour laquelle la population se sent déconnectée un peu des acteurs politiques, déconnectée, raison pour laquelle d'ailleurs pendant les élections, vous avez vu qu'il y a eu une grande défiance politique, il y a eu une aversion politique exprimée. Je pense que la jeunesse congolaise a besoin d'un accompagnement idéologique. Parce que vous vous rappelez, le 2 août 1998, lorsque il y a eu l'invasion américano-rwandaise, c'est la population quinoise. Vous appelez ça invasion américano-rwandaise? Parce que ce n'est pas le Rwanda qui agresse le Congo. Si on est un minimum sérieux, on comprendra que c'est les États-Unis qui nous agressent via les Rwandais. C'est aussi les narratifs qu'on doit changer. Ce n'est pas les Rwandais qui agressent le Congo? Pas du tout, et vous le savez très bien. Si vous regardez un peu tous les salons diplomatiques, Kinshasa présente Kigali comme son agresseur, Paul Kagame c'est l'agresseur, c'est l'assassin des Congolais. Et cela démontre la non-maîtrise même de la géopolitique et de la politique globale de nos autorités. Parce que on va se poser une question très claire. D'ailleurs, je pense que la population qui nous suit comprendra. Est-ce que l'économie rwandaise peut tenir une guerre pendant plus de 30 ans contre le Congo? Parce que l'économie rwandaise, il faut le savoir, est biberonnée par les aides occidentales. Elle n'a pas le moyen qu'il faut pour maintenir une guerre pendant 30 ans. Elle n'a pas le moyen qu'il faut pour acheter des armes. Il y a des forces obscures. Il y a aujourd'hui un État que j'appelle l'État criminel américain, qui soutient, d'ailleurs, c'est l'histoire qui nous le dit, c'est pas moi qui l'invente. Si vous allez, vous lisez les livres de Patrick Mbeko, La stratégie du chaos, et les livres de Charles Nanao, Holocauste au Congo, vous comprendrez que l'histoire nous démontre que ce que nous vivons aujourd'hui au Kivu remonte aux années 90, après l'effondrement du mur de Berlin. Les États-Unis avaient convoqué une réunion au sein de l'OTAN pour envisager le monde dans les années à venir. Et dans cette réunion, il était question de cibler des régions qui avaient de grandes richesses. Il y avait la région du Moyen-Orient qui était ciblée, la région de Grand Lac qui était aussi ciblée. Et dans cette région ciblée,
il y avait une cible beaucoup plus particulière qui était notre pays. Et donc, il fallait passer par l'Ouganda en mettant Museveni au pouvoir, parce que ce sont les Américains et les Anglais qui ont mis Museveni au pouvoir, et puis par après, ils ont mis Kagame au pouvoir, en facilitant même les génocides Tutsi, puis par après, ils ont formé l'armée rwandaise, raison pour laquelle je rappelle qu'en juillet 1994, le président Bill Clinton, le président américain, avait lancé une opération Sapar Hop. Cette opération avait, d'ailleurs c'était une opération soi-disant humanitaire, c'est d'ailleurs ce qu'on nous propose aujourd'hui comme une trêve humanitaire. Donc cette opération avait pour ambition de soutenir l'armée rwandaise, de former l'armée rwandaise, de financer l'armée rwandaise et de préparer cette armée à nous envahir. Et ce que j'ai dit aussi a été révélé par l'ancien conseiller en matière de sécurité du président Mobutu, M. Honoré Mbanda, dans son livre Crime organisé en Afrique centrale. Donc les preuves aujourd'hui, ou les documents aujourd'hui nous prouvent que ce n'est pas le Rwanda qui agresse les Congos, mais ce sont les États-Unis qui nous agressent via le Rwanda. Parce que un petit pays, bon, pas un petit pays, mais un pays comme le Rwanda, ne peut pas agresser le Congo pendant plus de 30 ans. Mais le Rwanda, n'est-ce pas le canal par lequel ces Occidentaux passent pour nous atteindre? Oui, exactement, puisqu'aujourd'hui on parle de guerre par proxy, de guerre par procuration. Aujourd'hui, les États-Unis ont compris qu'ils ne peuvent pas mener une guerre frontalement, et il faut passer par des États proxy, des États pivots, parce qu'il faut comprendre une chose. Le Rwanda n'a pas de très grandes richesses, mais il a une bonne position géopolitique. Le Rwanda, dans sa position géopolitique, il peut être les détonateurs ou le perturbateur. Il peut être, on va dire, le pont de déséquilibre et de l'équilibre. Le Rwanda, raison pour laquelle Mobutu avait tout fait pour avoir une mainmise sur le Rwanda, parce qu'à partir du Rwanda, on peut déstabiliser toute la région de Grand Lac. Raison pour laquelle les États-Unis ont compris cet enjeu-là et ils utilisent toujours le Rwanda pour nous agresser. Il faut que la population enlève dans la tête que c'est le Rwanda qui nous agresse. Parce que le jour où on enlèvera, parce que remarquez d'ailleurs, je vous donne encore une preuve, dans les années 2012, en 2012 d'ailleurs, lorsque les M23 avaient occupé Goma, avaient pris Goma à cette époque-là, il a fallu que Barack Obama puisse appeler Kagame pour que Kagame puisse retirer les troupes de M23 au Kivu. Ce qui signifie que ce n'est pas Kagame qui donne les ordres, les commanditaires est à Washington. Et malheureusement, on n'arrive pas à le comprendre parce que... L'histoire nous renseigne que c'est le gouvernement congolais qui avait vaincu les Rwandais. Non. Ou c'est l'armée congolaise qui avait défait ces rebelles M23. Non. Comment pouvez-vous aujourd'hui parler de cet appel de Barack Obama? J'avais vu Francine Mouyumba sur Top Congo FM dire que, bon, ils ont défait la M23. Mais lorsque vous avez défait... Je dis que c'est complexe. C'est pas faux, mais c'est complexe. Pourquoi? Parce que vous dites que vous avez défait une armée, mais vous allez signer des accords. Est-ce qu'on peut défaire une armée et aller signer des accords pour intégrer cette milice dans votre armée? Parce que je vous rappelle qu'en 2012, il y a eu l'accord de Kampala et l'accord de Nairobi. Dans ces accords-là, il était question d'intégrer les miliciens qui étaient dans l'armée rwandaise pour les intégrer dans notre armée congolaise. Et comment vous pouvez accepter, vous qui avez défait une armée ou une milice, de pouvoir intégrer ces gens-là dans votre armée? C'est quand même complexe. Donc je pense que il y a eu des ordres qui ont été donnés par Washington depuis 2012, raison pour laquelle nous évoluons dans cette situation-là. Et je veux qu'aujourd'hui les gens qui nous suivent puissent comprendre que nous devons avoir une lecture globale de la situation. Arrêtons d'avoir une lecture ethnique, une lecture locale de la situation. Les enjeux sont beaucoup plus globaux. Le monde aujourd'hui est en pleine ébullition et on doit comprendre le monde par une vision géopolitique et géostratégique et pas simplement avec des perceptions politiciennes. Très bien. Alors on va revenir sur les urgences panafricanistes. Je sais que vous avez peut-être besoin d'aller aux États-Unis et que peut-être ça pourra vous choquer. Puisque j'ai vu un journaliste me dire qu'il ne peut pas me recevoir parce qu'il n'aura plus de visa pour les États-Unis. Non, j'aime le Congo. Okay. J'aime le Congo, j'aime ça mieux ici. Okay. Très bien. On va parler des urgences panafricanistes. Qu'est-ce que les Congolais qui vous suivent en ces moments doivent comprendre par urgence panafricaniste? Ce que les Congolais doivent comprendre, c'est que notre mouvement s'inscrit dans la stricte continuité de combats menés par les pères des indépendances. Nous sommes la continuité de Lumumba, nous sommes la continuité de Thomas Sankara, de Pierre Moulele, de Modibo Keïta, de Thomas Sankara, et nous pensons que ce combat est en course de relais. Il y a ceux qui les commencent et ceux qui doivent les continuer. Et donc le panafricanisme aujourd'hui est dans l'optique de pouvoir unir toutes les africanités.
Raison pour laquelle nous disons que c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans l'objectif d'obtenir collectivement la souveraineté. Parce que le Sénégal seul ne peut pas obtenir complètement son indépendance, les Mali seul ne peut pas obtenir complètement son indépendance, la RDC seule ne peut pas obtenir l'indépendance. Il faut qu'il y ait une association de forces, il faut qu'il y ait une unité dans cette diversité pour que nous puissions obtenir cette souveraineté, cette liberté. Raison pour laquelle, lorsque vous voyez aujourd'hui, lorsque vous lisez un peu le monde dans sa globalité, dans le concert de nations, vous allez remarquer que partout dans le monde, les gens ont compris que pour vous faire entendre, pour être puissant dans ce monde, il faut vous réunir en bloc civilisationnel. Les russophones l'ont compris, raison pour laquelle ils ont créé la Fédération de Russie. Les Français d'ailleurs l'ont compris, parce que la France, c'est l'association de peuples. Il y a des Basques, il y a des Normands, il y a des Bretons, il y a des Gaulois, d'accord? Ils ont fait la France. D'ailleurs, si vous voyez aussi le Royaume-Uni, c'est l'addition de royaumes. Les États-Unis, c'est l'addition des États. La Chine, c'est l'addition de provinces. Tout le peuple du monde a compris la nécessité de se réunir en bloc civilisationnel pour faire éclater leur volonté de puissance. Raison pour laquelle nous disons qu'il faut que nous puissions créer cette force entre Sénégalais, entre Burkinabés, entre Rwandais. Bon, quand je dis Rwandais, je ne parle pas du régime kagamiste, je parle de population qui d'ailleurs est victime, qui d'ailleurs sont victimes aussi de la dictature de Kagame. Et il faut qu'il y ait cette unité de force pour pouvoir obtenir collectivement la souveraineté. Lumumba l'avait compris, Kwame Nkrumah l'avait compris, Modibo Keïta l'avait compris, raison pour laquelle ils ont été assassinés. Donc notre combat, c'est de tout faire pour que le Sénégal puisse être souverain, le Mali puisse être souverain, mais tout ça ne peut que se faire si nous sommes unis dans une forme d'unité. À quoi faites-vous allusion lorsque vous parlez de la souveraineté? Voilà. Il est connu de tous que tous ces États sont souverains, c'est des États indépendants. Mais pourquoi vous insistez, pourquoi vous martelez sur le concept de souveraineté? Souveraineté, c'est parce que nous ne sommes pas souverains. Aujourd'hui, le Congo n'a pas le droit. Expliquez-nous. Je donne un exemple patent pour le Congo. Aujourd'hui, on nous impose une trêve humanitaire. Donc, un pays comme le nôtre, qui est en pleine guerre pendant plus de 30 ans, un pays qui a perdu plus de 10 millions de Congolais, un pays qui a perdu ou qui compte aujourd'hui plus de 500 000 femmes violées, un pays aujourd'hui qui compte des territoires occupés, on vous dit, vous n'avez pas le droit d'attaquer les M23, retirez vos armes et restez dans un état de cessez-le-feu. Est-ce qu'on peut imposer un jour à la Russie une trêve humanitaire? Est-ce que les États-Unis peuvent imposer un jour au Burkina Faso une trêve humanitaire? Est-ce que les États-Unis ont le droit d'imposer à la France une trêve humanitaire? C'est simplement au Congo qu'on impose une trêve humanitaire parce que nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas souverains. Mais malheureusement, nous avons des autorités aussi qui sont soumises à cette politique-là, qui ne veulent pas être libres. Parce que quand on parle du néocolonialisme, quand on parle de la souveraineté, ou du combat pour la souveraineté, il faut que vous puissiez avoir l'autodétermination, la capacité de décider vous-même de votre propre destinée. Vous devez vous-même vous asseoir pour décider que voilà, nous allons donner la force à notre armée, des milices, ou bon, on va donner la force ou des financements à nos armées, pour que notre armée puisse combattre les rebelles ou les agresseurs. Ce qui est fait avec ces programmes comment on appelle ça encore, ces programmes estimés à 1 milliard de dollars visant à financer les efforts de guerre. Est-ce que le Congo en a besoin? Est-ce que le Congo a besoin d'1 milliard pour financer une guerre? On a besoin de beaucoup d'argent, pas d'1 milliard. Le problème, c'est que nous faisons des programmes qui ne tiennent pas compte de la gravité de la situation. Parce que nous recevons des ordres venant de Washington, de Paris et de Bruxelles. Parce que nos autorités s'écourbent facilement lorsqu'ils voient un appel de Joe Biden ou d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, on voit comment le ministre de la Communication s'est plaît à poster des photos avec Emmanuel Macron, à aller boire une bière à Bandalungwa, alors qu'un ministre d'État doit avoir une posture souveraine et une attitude d'homme d'État et une attitude de porteur de solutions. Mais malheureusement, ils ne le font pas. On a besoin des dirigeants qui comprennent que nous devons arrêter de nous victimiser, que nous devons arrêter de recevoir des ordres des ambassades occidentales. Parce que je vous l'ai dit, d'ailleurs, quand je parle de gouvernement, je ne vois pas que les acteurs politiques qui sont dedans, je vois aussi la classe politique dans son entièreté, parce qu'aujourd'hui, même les opposants sont aussi soumis aux ambassades occidentales. Beaucoup d'opposants politiques se plaisent à aller recevoir de financement à l'ambassade française, à l'ambassade américaine, et nous pensons que c'est une fausse idée, c'est une fausse idée qu'on s'est fait de la politique internationale, parce qu'ils pensent que la politique internationale s'est réduite en Occident, on s'est réduit à pour baromètre l'Occident. Nous pensons qu'il
il faut élever le débat. Donc aujourd'hui, la souveraineté consiste à vous choisir votre propre politique. La souveraineté consiste à vous choisir votre propre destinée, à vous choisir votre propre vision de la société, à vous choisir votre manière de voir le monde. Mais lorsque vous n'avez pas votre propre manière de voir le monde, vous n'êtes pas souverain. Lorsque vous voyez le monde dans la perception de l'autre, dans le prisme inventé par l'autre, vous n'êtes pas souverain. La Chine est souveraine parce qu'elle a sa propre vision du monde. La Russie est souveraine parce qu'elle a sa propre vision du monde. Nos autorités n'ont pas leur propre vision du monde. Ils ont une vision du monde qui sont concoctées à Washington. Vous évoquez la dépendance de nos autorités, la dépendance de notre pays à ces pays occidentaux. Mais il y a quand même un président français qui était des passages ici au pays il y a peu. Qui nous a fait voir qu'on était responsable de notre propre situation. Il nous a dit qu'en 30 ans, on a été incapable de développer notre administration. En 30 ans, on a été incapable de développer notre politique sécuritaire. Mais dans tout ça, comment voyez-vous encore l'ombre des Occidents sur ce qui arrive au Congo? Raison pour laquelle nous disons que dans ces combats, il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui pensent que les problèmes, c'est simplement l'Occident. Et il y a la deuxième catégorie de gens qui pensent que les problèmes, ce n'est que la classe politique ou les dirigeants qui nous dirigent. Et il y a une troisième voie. Nous autres, nous pensons que le problème, c'est d'un côté les dirigeants occidentaux et d'un autre côté les dirigeants africains qui se soumettent à cette politique occidentale et qui sont en collaboration incestueuse avec cette finance internationale. Et donc le problème n'est pas que l'Occident. Parce qu'on dit aussi qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc le problème est bicéphale. En même temps, ou simultanément, lorsqu'on s'attaque à la classe politique africaine, on doit aussi s'attaquer à la classe dirigeante occidentale. La responsabilité est partagée et je ne pense pas qu'Emmanuel Macron a le droit de nous dire comment est-ce qu'on doit développer notre pays. Justement parce qu'on s'est plaigné. On s'est plaigné. Mais le problème, c'est que si le président se plaint, c'est pas. D'après nous, l'insécurité à l'est du Congo, c'est la France. La population congolaise ne se plaint pas. Voilà pourquoi Macron nous a remis à l'ordre. Non, la population ne se plaint pas. Ce sont les dirigeants qui se plaignent. Ils se plaignent ou elles se plaignent au nom de la population. Non, les autorités se plaignent au nom d'elles-mêmes. En tout cas, la population est dans une logique de rupture. Lorsqu'on a manifesté devant l'ambassade américaine, les gens étaient très clairs. On ne veut plus de l'Occident ici. Partez, rentrez chez vous. On va développer notre pays. Mais malheureusement, ce sont nos propres dirigeants qui passent à la télévision pour dire que non, on a encore besoin d'eux, on a encore besoin d'obtenir des sanctions venant de l'Occident contre le Rwanda, on doit encore chercher à convaincre Macron à sanctionner le Rwanda. Ce n'est pas la logique de la population, c'est la logique orientée par notre autorité. Il faut quand même qu'on puisse aussi avoir cette nuance-là dans la logique ou dans l'analyse des événements. La population ne se plaint pas, la population est dans un cadre beaucoup plus d'autodétermination et d'anti-victimisation, mais c'est la classe dirigeante qui se plaint. Alors, comment arracher cette indépendance? Comment arracher cette souveraineté? Concrètement, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire est très simple. Nous devons d'abord commencer par la conscientisation de masse. C'est le plus important parce que on ne peut pas mener ce combat-là si la population n'est pas totalement formée. Raison pour laquelle nous disons que avant la guerre de mouvement, il faut la guerre des positions, comme disait le philosophe italien Antonio Gramsci. Il disait que vous ne pouvez pas gagner la bataille politique, la bataille militaire, sans gagner la bataille des idées. Il faut que la population puisse s'imprégner des lignes idéologiques, des souverainetés et de la liberté. Raison pour laquelle nous, l'Agence panafricaniste, nous organisons des conférences, nous organisons des meetings, nous sommes sur le terrain, nous sommes dans les universités pour pouvoir conscientiser la masse. Parce que si la masse est conscientisée, vous verrez qu'il y aura une autre façon de faire les choses d'en haut. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, au Burkina, ça s'est passé de la même façon. Il y a eu Ibrahim Traoré, parce qu'avant, il y avait une population consciente qui a compris les enjeux. Au Mali, il y a eu Assimi Goïta, parce qu'avant, il y a eu une population qui manifestait dans la rue, qui comprenait déjà la logique panafricaniste. Donc je pense que ça passe par la formation de la population, parce que Thomas Sankara disait que une population qui n'est pas formée, ce sont des criminels en puissance. Donc il faut former la population pour que cette population puisse imprégner ou influencer les décisions gouvernementales. Mais comment former une population affamée, une population meurtrie, une population qui manque pratiquement de tout, une population qui envahit les cybercafés pour jouer au DV loterie et tenter d'aller vivre aux États-Unis, que vous diabolisez sur ces plateaux? Comment conscientiser ces populations? C'est pas que je diabolise les États-Unis, je relate simplement le fait
ou les crimes que les États-Unis commettent chez nous, je n'ai pas à diaboliser. C'est d'ailleurs les États-Unis qui nous diabolisent. J'ai vu l'ambassadrice des États-Unis dire que nous sommes en train de propager la désinformation alors que nous sommes en train simplement d'étaler des faits ou des crimes qu'ils ont commis chez nous. Donc c'est pas la diabolisation, c'est plutôt la réalité de faits que nous exprimons. Et comment conscientiser cette population? Mais Mosée l'a fait en 98. On n'était pas si riche en 98. Ah, vous êtes dans la logique de prendre les armes? Non, non, pas du tout. Je parle de 98, lorsque le Rwandais... 98, on connaît comment Mosée est arrivé ici. Non, je ne parle pas de la venue de Mosée, parce qu'il a été aussi soutenu par les Américains et les Rwandais à l'époque. Je parle de 98, lorsque les Rwandais ont envahi Kinshasa. Rappelez-vous, en 98, lorsque les Kinois se sont... Il y a une grande bataille ici entre les Kinois et les Rwandais. Comment est-ce que Mosée est arrivé à conscientiser le peuple congolais alors que le peuple congolais avait faim? Comment est-ce que Didier Boumengi, à qui je passe les salams, a conscientisé la population à l'époque lorsqu'il était ministre de l'Information, lorsque les Rwandais avaient pénétré nos territoires? Je pense qu'il faut simplement avoir une bonne orientation politique et idéologique et arrêter de mettre en place une politique d'injustice sociale. Parce que si, c'est d'ailleurs un proverbe camerounais qui le dit, lorsque les uns mangent et que les autres regardent, c'est ainsi que naît la révolution. Pour bien parler à la population, pour bien communiquer à la population, il faudrait que la population puisse comprendre qu'il y a aussi ce besoin-là des autorités de redistribuer les richesses équitablement. Parce que si les richesses sont redistribuées équitablement, les gens suivront ce que vous êtes en train de dire. Raison pour laquelle Mosée avait réussi à le faire. D'ailleurs, à cette époque-là, il y avait vraiment un bon taux d'inflation monétaire. Et $1 valait presque 10 francs ou 100 francs, si je ne m'abuse pas. Donc à cette époque-là, il y avait quand même un taux d'inflation qui était assez stable. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une dynamique qui vient aussi d'en haut. Et ceux qui dirigent doivent comprendre qu'ils doivent arrêter des pieds de caisse de l'État, de bousiller ce que nous avons comme économie pour pouvoir conscientiser un peu. Parce que si les gens suivent, pour que les gens suivent ce que vous faites, il faut que les gens puissent comprendre que vous êtes ou vous vivez ce qu'ils vivent. S'il n'y a pas cette connexion-là, cette sensation-là au sein de la masse, la population ne suivra pas ce que vous dites. Vous nous dites qu'il y a une guerre, mais vous êtes capable de construire Arena avec 105 millions de dollars. Vous dites qu'il y a une guerre, mais vous êtes capable de vous payer de Jeep. Vous êtes capable de nous dire qu'aujourd'hui, il y a une augmentation de salaire ou des émoluments de députés. Comment est-ce que cette population qui a faim va vous suivre? Donc, il doit y avoir une redistribution équitable des richesses pour qu'il y ait aussi une bonne politique de diffusion des idées. Parce qu'on dit que le panafricanisme est lié à la justice sociale. On ne peut pas être panafricaniste sans lutter pour la justice sociale. Alors, en ce qui vous concerne, vous, les urgences panafricanistes, concrètement, comment comptez-vous pousser cette population à embrasser votre combat? Je reviens encore sur cette question. Je venais ici de peindre un tableau assez sombre de cette population qui vit dans une misère extrême, cette population qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, cette population qui doit jouer constamment au dévéloterie, parce que d'après cette population, la vie c'est ailleurs, au Congo c'est l'enfer. Comment vous comptez faire pour que cette population puisse endosser votre combat? Nous passons par l'ingénierie sociale, ce que nous appelons le learning social. Nous avons compris une chose, nous avons compris que il faut déposer une idée dans la tête des gens pour que ces derniers puissent faire mûrir cette idée-là, pour diffuser cette idéologie-là. Nous l'avons palpé en début de cette année 2024, lorsque nous avons lancé les mobilisations anti-USA. Certains nous disaient que la population n'allait pas nous suivre, que les gens Vous avez commencé la mobilisation aux États-Unis? Non, ici à Kinshasa. Okay. D'ailleurs, c'était dans la commune de Selemba où nous avons fait un meeting dans lequel nous avons brûlé le drapeau américain. C'était d'ailleurs très suivi et très relayé dans les réseaux sociaux. Et la population, lorsqu'elle a vu ça, elle a directement demandé qu'il y ait une mobilisation générale dans la rue. Et cela a été fait à travers le passage dans les médias. Parce que je pense que les médias ont un grand rôle à jouer dans ce combat pour la conscientisation. Parce que lorsque on passe dans les médias, les gens nous suivent et les gens prennent ou s'imprègnent de l'idéologie que nous véhiculons. Lorsque les gens nous suivent sur les réseaux sociaux, les gens s'imprègnent et suivent l'idéologie que nous véhiculons. Nous passons par la formation des masses, à travers des conférences, comme je l'ai dit, à travers des meetings politiques, à travers des matinées politiques, à travers... Est-ce que ce n'est pas une formation qui va aboutir par la prise des armes?
Non, non, pas du tout, pas du tout. Écoutez, je sais que beaucoup m'attendent sur cette question-là. Beaucoup pensent que nous allons prendre le chemin des armes, mais nous pensons que la non-violence, est plus des délégués de Corneille Nangaa ou infiltrés ici à Kinshasa, on ne sait jamais. Corneille Nangaa n'est qu'un proxy, n'est qu'un jouet des Américains, n'est qu'un jouet des Rwandais. Il est utilisé, manipulé pour pouvoir mener la guerre contre son propre pays. Corneille Nangaa est utilisé pour congoliser la rébellion, un peu comme Kabila Leper a été utilisé à son époque. Donc pour moi, Corneille Nangaa, c'est pas quelqu'un de sérieux. D'ailleurs, il faut se poser la question pourquoi est-ce que Corneille Nangaa a atteint ses culots politiques. Corneille Nangaa n'était qu'un diacre, je sais pas moi, dans une église. Non, fabriqué d'après des fabriqué, d'ailleurs, il a été fabriqué aussi par l'ancien régime et l'actuel régime. Disons-nous les choses comme elles sont. Corneille Nangaa a reçu, où est-ce que Corneille Nangaa a reçu les carrés miniers? Ou est-ce qu'un simple diacre, président de la CENI, a reçu des carrés miniers? Et puis, lorsqu'il devient mécontent, il va au Kivu et il fait une rébellion. Est-ce qu'on doit se poser des bonnes questions? Ou est-ce qu'un diacre, devenu président de la CENI, a obtenu des carrés miniers? Posons-nous des bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Corneille Nangaa, ce n'est pas un monsieur sérieux. Je ne pense pas que c'est un monsieur sérieux. Je pense simplement que c'est un opportuniste qui essaie de faire la pression sur ses partenaires d'antan. Il n'y a aucune liaison entre Nangaa et les urgences panafricanistes? Pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas collaborer. Collaborer avec Nangaa, c'est trahir la nation. C'est trahir le peuple, c'est trahir le Mumba, c'est trahir ces mots qui manquent. On ne peut pas collaborer avec Nangaa. Nous pensons que la non-violence est très efficace. D'ailleurs, nous avons à les palper au Mali, au Burkina Faso, au Niger, d'accord. Et après, dynamique militaire, ce n'est pas nous qui allons la mener. Disons les choses très clairement, nous ne sommes pas dans cette logique militaire. Nous sommes dans la société civile. Nous pensons que la société civile a le moyen d'influencer et de bouger la politique gouvernementale. La raison pour laquelle nous sommes encore sur le terrain politique, nous menons des mobilisations sur le terrain en tant que mouvement citoyen et jamais en tant que mouvement armé, parce que si on devait prendre les armes, je ne pense pas que ça serait bien pour nous. Nous pensons qu'on ne peut pas gaspiller le sang de nos populations pour pouvoir atteindre le pouvoir. Nous sommes dans la logique beaucoup plus citoyenne. Vous étiez en train de développer les différentes approches. Donc l'approche, elle est sur le terrain de conférence. Nous sommes sur le terrain aussi médiatique, parce que le terrain médiatique joue très efficacement sur le terrain. Et donc nous sommes dans ce domaine-là et nous essayons d'avancer. Très bien. Les urgences panafricanistes, on continue d'en parler. Où devons-nous vous situer d'un point de vue politique? Est-ce que vous êtes un parti politique? Est-ce que vous êtes un mouvement citoyen? Est-ce que vous êtes une structure de la société civile? Où devons-nous vous situer? Nous sommes un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen qui est dans la société civile. Bon, quoi qu'aujourd'hui, cette société civile, elle est multiforme, parce qu'on ne sait même plus différencier la société civile proche du pouvoir, proche de l'opposition, proche de l'Église. Nous sommes un mouvement citoyen proche de la population. Et nous pensons que nous avons le devoir d'orienter la population et d'influencer la politique gouvernementale. C'est dans ces combats-là que nous nous situons. Nous ne sommes pas proches de l'opposition, d'ailleurs, raison pour laquelle nous disons que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir en place, tous, comme le disent les Congolais, sont les foufous des mêmes badis. Ça veut dire qu'ils ont tous une même logique de la politique. Ils ont tous une même idée de la politique. Moi, je le dis, Katumbi à la place de Fachi aurait fait la même chose. Ah bon? Fayulu à la place de Tshisekedi aurait fait la même chose. Comment il s'appelle? Délice Sanga à la place de Fachi, il aurait fait la même chose parce qu'ils viennent tous d'une même école. Ils viennent tous d'une école des gens qui pensent que le monde se résume à Washington. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je reviens sur un détail de l'histoire qui est très important. En 2016, lorsque Edem Kodjo a mis ses pieds à Kinshasa pour conduire les pourparlers, il avait rencontré les opposants. Les opposants ont dit à Edem Kodjo, vous pouvez encore le revoir sur Internet, sur media.congo.cd. Ils ont dit à Edem Kodjo, monsieur Edem Kodjo, faites attention, le Congo et le jardin des États-Unis. Il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait deux blocs de l'opposition. Bien sûr, d'ailleurs, je parle de rassemblement national. À cette époque-là, le rassemblement qui était le rassemblement de l'opposition. Tshisekedi à l'époque. Etienne Tshisekedi d'abord, et puis... Ils ont dit à Edem Kodjo, faites attention, le Congo et les jardins des États-Unis. Donc ça prouve à suffisance que nous avons des acteurs politiques qui sont tous soumis à un même maître.
Et moi, notre mouvement ne peut pas être attaché à ces gens d'hommes politiques. Bien sûr qu'il arrive que nous puissions être sur le terrain avec la Mouka. Je dis en 2023, lorsqu'il y a eu une manifestation en mai, le 28 mai ou le 24 mai, nous étions dans la rue avec l'opposition. Nous avons mené des actions ensemble. Mais il n'est jamais question de s'allier à l'opposition parce que quand on essaie de voir qui est souverainiste... Vous menez pratiquement le même combat. Pourquoi n'est pas vous associé à l'opposition? On n'est même pas le même combat que l'opposition. Vous parlez insécurité, vous parlez de la famine qui frappe la population, vous parlez de la dépression de la monnaie, c'est pratiquement le même combat porté par l'opposition. Les opposants pensent que la solution viendra de la communauté internationale. Alors, comment ça? Mais écoutez, pendant la campagne électorale, lorsque Top Congo a reçu les candidats à la présidentielle, Monsieur Fayoul l'a très bien dit, quand on lui pose la question comment est-ce que vous allez faire pour en finir avec cette guerre, il a très bien dit que je demanderai à la communauté internationale de créer une brigade spéciale. Ça prouve à suffisance aussi qu'il ne maîtrise pas la question lui aussi. Lorsque Top Congo a invité Denis Mukwege pour l'entretien, Denis Mukwege a dit aussi qu'il allait demander des sanctions auprès de la communauté occidentale, alors que c'est la même communauté occidentale qui agresse notre peuple. Donc je pense qu'on a une opposition et un pouvoir politique qui sont tous dans une même méthodologie de la politique. Et la population doit comprendre qu'on doit créer une troisième voie qui est dans la logique de la compréhension. La troisième voie, on en a connu avec Fumutoto. Il est où maintenant? Alors, c'est quoi la différence entre votre troisième voie et celle de Fumutoto? Notre troisième voie, je le dis, nous définissons cela dans l'anti-néocolonialisme. Pour qu'il y ait néocolonialisme, comme le disait Kwame Nkrumah, il doit y avoir d'un côté la classe dirigeante occidentale et la classe dirigeante africaine. Nous combattons les deux pôles. Nous ne disons pas que le problème c'est Tshisekedi. Non. Nous ne disons pas que le problème, c'est l'Occident. Nous disons que le problème du Congo, c'est l'Occident et notre classe politique. Vous voyez la différence? Mais les opposants pensent que le problème, c'est Tshisekedi. Il faut le dégager pour mettre un autre à la place de Tshisekedi. Donc il y a une guerre, je dis toujours que la guerre entre Katumbi et Tshisekedi, la guerre contre Fayoul et Tshisekedi, ce sont des guerres de pouvoir. Ce sont des conflits d'intérêts. En réalité, ils se parlent le soir, mais le matin, ils veulent nous donner l'impression qu'ils sont opposés. Ils ne sont pas des ennemis. Mais écoutez... Ils sont opposés sur la gestion du pays, sur l'idéologie et consorts. Mais soyez cohérents jusqu'au bout. Comme humains, ils ne sont pas des ennemis. Soyez cohérents jusqu'au bout. Lorsque vous décidez de combattre un régime, soyez cohérents jusqu'au bout. Pourquoi vous allez négocier le soir? Il y a des opposants qui négocient les soirs avec le pouvoir. Vous le savez, je n'ai pas à vous informer, vous êtes un grand journaliste. Vous avez peut-être des informations qui m'échappent. La population qui... Faites-nous des révélations. Qui sont ces opposants? Non, mais nous savons tous qu'il y a des opposants. D'ailleurs, ce n'est pas qu'un fait qui se déroule aujourd'hui, c'est un fait qui se déroule depuis l'époque de Mobutu. D'ailleurs, Honoré Mbanda le disait, que Tshisekedi, le père, était opposant le jour, mais il était proche de Mobutu la nuit. Donc même Tshisekedi, le père, n'était pas un grand opposant que nous avons vu pendant les années 90 et les années 2000. Vous êtes un mouvement citoyen? Un mouvement citoyen, panafricaniste, qui a une compréhension géopolitique, une compréhension géostratégique, et nous pensons qu'il faut sortir de cette classe politique qui n'arrive pas à donner des solutions concrètes à la population pour pouvoir développer une autre voie qui va nous conduire à la souveraineté. Vers les années 2015-2016, vers la fin du mandat de Joseph Kabila, on a connu une floraison des mouvements citoyens. Lucha, Filimbi, c'est les mouvements des Rossimo qui d'ici, le nom m'échappe. Est-ce qu'il y a une différence entre les urgences panafricanistes et ces différents mouvements citoyens qui ont aussi contribué au combat pour l'avènement de l'alternance? Nous sommes, on discute beaucoup avec nos frères de la Lucha. D'ailleurs, je salue bienvenue Matoumou en passant, qui a beaucoup soutenu, qui a beaucoup combattu pour que je puisse être libéré aussi. On va en parler d'ailleurs. Dans les médias sociaux. Nous sommes en grande connexion avec Filimbi aussi, nous discutons, d'accord. Il arrive que nous puissions mener des actions ensemble sur le terrain, mais on n'a pas une même idéologie politique. Ils sont beaucoup plus dans la pro-démocratie, dans la bonne gouvernance, etc., etc. Nous sommes dans la souveraineté. Vous savez, la souveraineté, c'est le moteur d'une nation.
Sans la souveraineté, il n'y a pas d'État indépendant. Sans la souveraineté, il n'y a pas de république. Sans la souveraineté, il n'y a pas de justice sociale. Parce que dès lors que vous n'avez pas la possibilité de décider vous-même de votre propre destinée, vous ne pouvez pas parler d'une indépendance, vous ne pouvez pas parler d'une bonne gouvernance. Raison pour laquelle nous disons que nous marchons avec nos frères d'Alucha, nous marchons avec nos frères de Filimbi, ce sont nos frères, d'accord? Si j'ai des trucs à reprocher, ou des choses à reprocher à Bienvenue Matumo, je l'appellerai au téléphone. Si j'ai des choses à reprocher à Palmer, je l'appellerai au téléphone. Mais il y a une différence qui est claire, c'est la différence au niveau de l'idéologie politique, parce que nous sommes des panafricanistes, nous avons une vision beaucoup plus globale, continentale, et nous ne sommes pas que dans des combats locaux qui peuvent faire changer les choses à moyen terme et pas à long terme. Raison pour laquelle on revient même dans l'exemple de 2007 que vous avez donné. On a combattu pour que Kabila puisse dégager. Et après, on ne parle plus des mouvements citoyens. On en parle. Non, mais c'est des mouvements qui ne sont restés que des noms. Il y a une dynamique de mouvements citoyens Ceux qui ont porté ces combats sont aujourd'hui dans les partis politiques. Bien sûr, ils ont été nommés ici et là. Parce qu'il y a eu des gens qui sont venus dans cette mouvance-là simplement pour avoir de l'argent, pour se faire un positionnement politique. Ce n'est pas le cas avec vous? Pas du tout. Qui est derrière vous? Qui est derrière vous? Qui vous soutient? Les ancêtres. Qui vous tient financièrement? Écoutez, nous recevons les financements... Est-ce qu'il n'y a pas un homme politique derrière vous? Non, pas du tout. Nous recevons les financements de la diaspora congolaise, de la diaspora africaine d'ailleurs. Ah, c'est la même diaspora qui a porté le combat de ces mouvements citoyens, financièrement. Donc vous êtes pratiquement dans la même logique que tous ces mouvements citoyens, il n'y a pas de différence. Non, mais, demain ou après-demain, lorsque le régime va changer, vous n'allez plus mener ces combats. Non, pas du tout. Nous recevons les financements, pas que de la diaspora congolaise, de la diaspora guinéenne. Il y a des Guinéens qui nous soutiennent, il y a des Burkinabés qui nous soutiennent, il y a des Maliens qui nous soutiennent. D'ailleurs, le président de notre mouvement citoyen est béninois, d'accord? Donc nous recevons des financements des Africains. Et il nous arrive aussi, par certains moments, d'être proche de la Russie, d'accord? On est proche de l'Iran, on est proche on comprend maintenant de la Corée du Nord, etc. On comprend maintenant pourquoi vous vous opposez aux États-Unis. Déjà, vous êtes proche de la Russie, vous pensez que vous êtes proche de l'Iran. Non, pas du tout. Vous savez, dans la géopolitique, il y a un principe important à comprendre. Les ennemis de vos ennemis sont temporairement vos amis. Lorsque je combats les États-Unis, il faut que j'aie avec moi un contrepoids géopolitique. Et ce contrepoids politique, je dois lire le monde tel qu'il fonctionne pour chercher quel État peut m'aider pendant ce moment-là, pour que je puisse sortir d'abord de l'auberge dans laquelle on m'a plongé. Parce que je ne vais pas vers la Russie parce que j'aime les beaux yeux de Poutine. Je vais vous dire honnêtement, j'aime pas les Russes. C'est pas les beaux yeux de Poutine qui me séduisent. Mais lorsqu'on va en Russie ou lorsqu'on va en Iran, c'est pour chercher des partenariats géopolitiques qui peuvent être temporaires dans la densité historique, mais qui ne peuvent pas être éternels. Nous ne voulons pas avoir des partenariats éternels avec la Russie parce que l'objectif ultime de notre combat, c'est l'indépendance totale et complète. Mais ça passe par des étapes, par exemple pour laquelle vous verrez qu'au Mali, pour qu'il puisse atteindre cette indépendance globale et complète, il passe par des partenariats géopolitiques avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, avec la Turquie. Ce sont des partenariats qui sont temporaires, mais ils ne sont pas éternel en tant que tel. Et donc, raison pour laquelle les médias occidentaux négrophobes nous traitent des russophones, nous traitent de pro-russes, des pro-chinois, des pro-iraniens, alors que nous ne le sommes pas. Nous sommes simplement des Africains qui ont compris la nécessité de construire des partenariats et de construire des alliances dans le monde dans lequel nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, pour combattre, même la Chine a des alliés. Exact. Même la Russie a des alliés. Même la France coopère avec la Russie. Même les États-Unis coopèrent avec la Russie. Et pourquoi on va refuser le droit aux Africains de coopérer avec la Russie et la Chine? Vous évoquez, je reviens encore sur cette question, vous évoquez la souveraineté. Mais en même temps, lorsqu'il faut chercher des partenaires, vous recourez aux Russes, aux Chinois, aux Iraniens. N'est-ce pas contradictoire et même paradoxal au regard de votre combat? Vous voulez de la souveraineté des États africains, mais vous recourez encore à la Chine et à la Russie, bref, à tous ces États qui cherchent à avoir la même mise sur les États africains, sur les richesses regorgées dans ces différents États. N'est-ce pas paradoxal votre combat? Non, pas du tout. Notre pays est en pleine guerre. Nous sommes tous en pleine guerre. Et dans une situation de guerre, il faut d'abord passer par l'identification de l'ennemi. Qui est votre ennemi? Qui vous combat? Qui commandite l'agression?
Lorsque vous répondez à la question de qui est votre ennemi, vous passez à une autre étape qui est celle de savoir avec qui mener cette lutte. Parce qu'une guerre ne se mène jamais sans alliés. Aucune guerre aujourd'hui dans ce monde, vous pouvez me dire, a été menée sans alliés. Même les États-Unis, pour en finir avec la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu besoin des alliés. Même la Russie elle-même, à un moment donné, elle était alliée aux États-Unis. Donc, dans une guerre géopolitique, vous devez aussi construire des partenariats géopolitiques. On prend des partenariats, nous n'allons pas en Russie pour nous soumettre. Parce qu'ils vont même vous dire, lorsqu'on était en Iran, avec le président qui ne sait pas, ces gens-là pensent que nous sommes très arrogants. Parce que lorsqu'on les regarde les yeux dans les yeux, on leur dit, vous allez nous aider temporairement, vous ne serez jamais nos maîtres. Vous n'allez jamais nous dire ce que nous disons toujours. À contrepartie, qu'est-ce que ces États gagnent? Mais ils gagnent... Parce qu'ils vont vous aider de manière temporaire. Lorsque nous allons vers ces États-là, nous leur disons très clairement ceci. Ces États ont besoin du Congo, ont besoin de l'Afrique. L'Iran a besoin de l'Afrique. La Chine a besoin de l'Afrique. Les États-Unis ont besoin de l'Afrique. La Russie a besoin de l'Afrique. Ils ont tous besoin de l'Afrique. Et devant eux ou contre eux, ils ont des forces obscures. D'accord? La France, l'Angleterre, les États-Unis. Il y a une chose qu'on doit comprendre. La Russie a besoin que les États-Unis puissent avoir une moindre influence dans le monde pour qu'elle puisse gagner sur le terrain international. La Chine a besoin de réduire l'influence américaine. La Corée du Nord a besoin de réduire l'influence américaine. Et l'influence américaine ne tient que lorsqu'elle s'appuie sur le pillage de nos richesses. Donc si aujourd'hui, nous dépossédons les Américains ou nous essayons de ravir notre pays de la mainmise des Occidentaux ou des Américains, les Américains ne seront plus forts devant la Russie et la Chine. Donc la Chine et la Russie ont intérêt à soutenir notre pays. Parce que s'ils soutiennent notre pays, ils n'auront plus un adversaire fort devant eux. C'est un rapport, c'est un partenariat d'égal à égal. Ça veut dire qu'ils ont besoin... Vous pensez qu'ils vont soutenir votre pays de manière gratuite? Pas du tout, pas du tout. Entre le pays, il n'y a pas, ce n'est pas le feu de l'amour. Il n'y a pas je t'aime aussi. Dans un rapport entre États, il y a les intérêts. Nous avons des richesses qui sont disponibles, mais ça sera fait dans des contrats d'égal à égal, par des contrats comme ça a été fait avec Kabila, avec la Chine. Donc nous sommes... Écoutez, lorsque vous dirigez un pays comme le Congo, vous devez savoir que vous avez tout. Vous avez toutes les richesses possibles. Lorsque vous allez vers un autre État, vous devez lui dire des choses très clairement. Vous regardez d'autres présidents dans les yeux, vous leur dites que voilà, moi j'ai l'uranium, j'ai les cobaltes, j'ai le coltan, je peux vous aider, et en échange, vous m'aidez aussi, mais que ce ne soit pas à géométrie variable. Aidez-moi et je vous aiderai. C'est ça la géopolitique. Mais malheureusement, nos politiciens, lorsqu'ils vont vers ces États-là, ils vont déjà dans une soumission d'aliénation. Ça veut dire que pour eux, ils doivent se soumettre. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils vont dans ces États dans une position de faiblesse? Mais ça se voit. Il suffit de voir comment on fait appel aux mercenaires roumains et aux mercenaires français pour comprendre que nous allons dans une logique de soumission. Lorsque vous allez vers cette version a été démentie. Démentie. Donc, les militaires qu'on a vus là, ce sont des militaires congolais qui ont des peaux blanches. Vous avez des réponses à me donner. Donc des mercenaires qu'on a vus avec des peaux blanches là, ce sont des Congolais, sûrement Baché Bachoko. Non mais soyons un peu sérieux. Donc ils veulent démentir juste pour démentir alors qu'on sait que la vérité, c'est que, d'ailleurs ça a été confirmé par Jeune Afrique, qu'il y a des mercenaires roumains et français ici sur le territoire congolais. Donc on a un problème, nous avons des dirigeants aliénés qui sont dans une logique de soumission et qui ne vont pas vers les autres pour construire des partenariats d'égal à égal. Ils doivent tenir compte que nous avons une Afrique qui a toutes les richesses et lorsque nous allons vers d'autres États, nous devons avoir une posture d'un roi, une posture de Mansa Moussa, une posture de roi Béanzin, une posture de la reine Dinga. Nous sommes riches, nous sommes puissants et nous devons coopérer en tenant compte de cette puissance que nous possédons. Mais si nous allons dans une logique où, bon, c'est l'homme blanc, c'est l'Occident, on ne va jamais gagner cette bataille. Je suis tenté d'emboîter un peu votre époque, ou de partager en partie votre analyse. Comment négocier avec l'homme blanc, le regarder droit dans les yeux et lui dire, voilà, j'ai autant de richesses, en contrepartie, je veux coopérer avec vous sur tel domaine, alors qu'en interne,
nous commettons des bavures parfois invraisemblables. Vous allez commander 10 millions au FMI et ici en interne, il y a 300 millions qui se volatilisent. Comment la communauté internationale peut nous prendre au sérieux? Bon, d'ailleurs, je n'aime pas ce terme communauté internationale parce qu'en réalité, on sait que ce n'est que la communauté occidentale chapeautée par les États-Unis. Je n'aime pas ce terme. Le problème, c'est que... Comment imposer un rapport de force dans ces conditions? On impose un rapport de force lorsque vous maîtrisez la dynamique interne. On maîtrise la dynamique interne en faisant une redistribution équitable des richesses. Ça veut dire que pour que vous puissiez avoir ces sentiments-là d'être un bon dirigeant, vous devez tout faire pour que la population puisse se sentir aussi dans une bonne assiette. Parce que si la population ne se sent pas à l'aise dans un pays, mais comment est-ce que vous allez être pris au sérieux dans le monde? Comment vous pouvez demander 10 millions, où j'ai vu d'ailleurs le gouvernement japonais donner plus de 100 sacs de riz au Congo, alors que nous avons ici des terres arables, de terres fertiles, avec lesquelles nous pouvons utiliser, avec lesquelles on peut nourrir le Congolais. Donc je pense qu'on doit commencer par imposer une discipline à l'interne, essayer d'être beaucoup plus rigoureux dans la gestion des affaires de l'État, dans la gestion des finances de l'État. Et c'est avec cette gestion, avec cette rigueur-là, nous arrivons aussi à donner notre dynamique. Très bien, alors on va parler de vous. Vous étiez victime, ou vous avez fait l'objet d'une brève interpellation. Alors moi j'aimerais... Je préfère faire l'objet qu'être victime. Donc, vous avez fait l'objet d'une brève interpellation. Voilà. J'aimerais qu'on puisse faire une étude comparative entre ce qui a été dit par le ministre de la Justice, que nos prisons nos prisonniers sont très bien entretenus, ils mangent 2 à 3 fois par jour. Et votre interpellation, comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous étiez très bien entretenu? Est-ce que vous étiez dans des conditions qui vous permettaient de vivre? Est-ce que vous étiez dans des conditions qui vous permettaient quand même de dire que nous sommes un État démocratique, nous sommes un État où il y a respect des textes légaux? C'est une très bonne question. Mais vous savez, en nous lançant dans ce combat, nous nous sommes dit une chose. On s'était dit qu'on n'allait jamais parler des persécutions que nous allons vivre. Parce que vous savez, quand nous engageons dans ce combat, on connaissait le risque. On savait qu'il y aurait eu sur le chemin les arrestations, les persécutions, les altercations. On le savait déjà. Et nous pensons que ce n'est pas judicieux de parler de la blessure de soldats. Le plus important, c'est de parler du pourquoi. Pourquoi on nous arrête? Pourquoi on nous blesse? Pourquoi on tente de nous empêcher de parler? Pourquoi on nous arrête? Pourquoi on tente de nous réduire en silence? Parce que si on se met, nous qui sommes aujourd'hui des éclaireurs, on se met dans une logique victimaire, que dira la population? Que dira cette femme violée dans un des territoires occupés au Kivu? Que dira cet enfant perdu dans la forêt au Kivu? Moi, je pense qu'on doit plus parler du pourquoi on nous arrête, au lieu de parler de comment s'est passée l'arrestation, parce que je n'aime pas être dans une position victimaire, je n'aime pas être là, ouais, on nous a persécutés, on m'a tabassé. Les gens savent ce qui s'est passé, ceux qui m'ont arrêté, ceux qui m'ont persécuté ou ceux qui m'ont incarcéré savent ce qui s'est passé, et je pense pas que c'est judicieux d'en parler à la population, parce que la population attend de nous de la rigueur, elle attend de nous la force, elle attend de nous la puissance, elle attend de nous cette capacité d'autodétermination, et je ne veux pas essayer dans une position victimaire en disant que les prisons, ça, on savait déjà que ça allait se passer comme ça. Vous savez, ce combat, on le mène parce qu'on nous a donné une mission. Les ancêtres et Dieu nous ont donné une mission. Et lorsque Dieu et les ancêtres décideront de la fin de notre mission, nous rendrons là, mais nous partirons. Et donc, ce n'est pas important, ce n'est pas judicieux de parler de mon emprisonnement, de ma persécution. Moi, je pense que c'est mieux de parler des femmes violées. C'est mieux de parler de cette population qui n'a rien à manger, de ces déplacés de guerre. Aujourd'hui, on a plus d'1 million de déplacés aujourd'hui. Le plus important, c'est de parler de ceux qui vivent la souffrance au plus profond de leur âme. C'est ceux qui sont délaissés par l'État, ceux qui sont abandonnés par l'État, au lieu de parler de nos En conclusion, les ministres de la Justice avaient raison de dire que les prisonniers sont très bien entretenus. Vous êtes sortis sans blessure, vous êtes sortis sans peut-être des maladies, je suppose. Et donc les ministres avaient raison. Je pense que la population qui suit, elle comprend que l'actuel ministre, monsieur Constant Moutamba, maître Constant Moutamba,
et dans une logique spectaculaire. Hein. Il aime bien les spectacles, il aime bien prouver qu'il fait bien son travail, mais je pense pas que c'est important de parler de lui et de sa personne dans cette émission. Le plus important, c'est de parler de cette maman qui vend le pain et qui n'a rien à donner à ses enfants la nuit. Le plus important, c'est de parler de ces syndicats qui viennent chez vous ici, je l'ai vu. Les inspecteurs du travail qui ne sont pas payés depuis 9 mois. Qui ne sont pas payés. Alors, je pense qu'il serait mieux que les ministres de la Justice puissent... Ils doivent revendiquer voilà. plutôt 3 ou 4 mois de salaire d'après. Voilà, je pense que les ministres doivent s'atteler sur ça au lieu de criailler que les prisonniers mangent bien. Si d'ailleurs on suit les dernières sorties de M. Stanislas Boujakera, voilà, la prison, c'est un calvaire au Congo. La prison, c'est catastrophique. Aujourd'hui, les prisonniers ne vivent pas comme il faut. C'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste de Actualité.cd qui le dit. Avec des images à l'appui d'ailleurs. Ah, donc vous contredisez M. Constant Moutamba. Vous n'allez pas me prendre dans votre jeu. Très bien. Allez, on va terminer cette émission. De manière globale, comment trouvez-vous à ce jour le fonctionnement du pays à travers tous ces domaines? Le pays est dans un trou noir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le pays ne va pas comme il faut. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un manque de vision claire de la nation. Aujourd'hui, on sent que chacun essaie de mener ses propres initiatives. Raison pour laquelle vous parlez même de Constant Moutamba. Donc, il se réveille un bon matin, il mène ses propres initiatives qui ne cadrent vraiment pas avec la politique gouvernementale. Parce que la politique gouvernementale, c'est la retransmission de la vision du chef de l'État. Parce que le gouvernement met en place la vision du chef de l'État dans un programme gouvernemental. Mais on sent que dans notre pays, on fait des choses... On se réveille un bon matin, on construit Arena. 105 millions de dollars, on dépense pour rien. On se réveille un bon matin, député Jeep. On se réveille un bon matin, au lieu d'augmenter les salaires des militaires, des soldats, on augmente les salaires des députés. On se réveille un bon matin, bon, le chef de l'État s'est dit, bon, on va nommer un... Est-ce qu'on a déjà nommé une femme première ministre ici? Oh non, on n'a pas nommé, bon, nommons une femme première ministre. Donc on sent qu'il n'y a pas... Bon. Elle a le profil, elle a le niveau, elle a un bagage intellectuel consistant. Je vous laisse faire le louange de Madame Judith. Je ne sais pas si vous recevez quelques financements venant de lui, mais c'est pas moi, je ne reçois pas son argent. Donc je n'ai pas le temps de faire... Elle ne me connaît même pas. ces louanges. Je dis simplement qu'il y a un manque de vision claire aujourd'hui, un manque de leadership clair. Cela d'ailleurs se traduit dans ce que nous vivons au quotidien. Regardez même la circulation routière. On n'arrive même pas à imposer la tarification pour les transports. Comment la tarification existe, mais elle a du mal plutôt à se faire appliquer. Je dis qu'on n'arrive pas à imposer une tarification exacte pour une simple circulation routière. On n'arrive même pas à imposer des prix des denrées alimentaires. On n'arrive pas même à imposer des prix pour les impôts. On n'arrive même pas à offrir aux Congolais une certaine dignité. Vous savez, la dignité, c'est très important pour un peuple. Si on perd cette dignité-là, on devient des animaux. On fait tout pour animaliser le peuple congolais. On veut nous rendre animaux dans notre pays alors que nous sommes un pays riche. Et donc, je pense que le pays se porte très mal. Le président le sait. Madame Judith le sait. Tout le monde le sait, mais beaucoup ont peur de le dire. Et mais nous, comme on n'a peur de rien, comme la mort pour nous n'est qu'une étape, et on le dit sans avoir peur. Donc je pense que la population doit se réveiller, on doit rester mobilisé, et on doit comprendre que ceux qui bâillonnent le peuple doivent finir dans les lieux qui sont prévus pour eux. Problème de leadership, problème de gouvernance, problème de vision. La solution à tous ces problèmes viendra d'où? La solution à ces problèmes viendra de la mobilisation populaire, d'accord, selon les dispositions légales, parce qu'on ne va pas quand même parler de l'insurrection populaire, je ne suis pas adepte de cette méthodologie-là. Je pense que si la population s'imprègne de notre idéologie, de l'idéologie panafricaniste, et que nous arrivons à mener des actions dans la rue, parce qu'on dit aussi que on doit éviter la servitude volontaire. Parce que si on s'est dit, bon, il y a augmentation des denrées alimentaires, on ne sort pas de chez nous, on reste chez nous, bah, la population ou les autorités
vont se contenter de ce qu'ils nous donnent. Donc on doit rester mobilisé, on doit faire comme les autres peuples le font dans le monde. Lorsque les uns mangent et que les autres regardent, ces autres-là doivent s'y réveiller pour qu'il y ait une redistribution équitable de richesses. Très bien, cette émission est terminée, alors la caméra est devant vous. Adressez-vous aux Congolais, dites aux compatriotes congolais pourquoi ils doivent rejoindre votre combat. Pourquoi ils doivent s'aligner derrière vous pour que le Congo soit réellement souverain. Je n'aime pas cette phrase, aligner derrière vous. J'aime plutôt marcher aux côtés de combattants, parce qu'on ne veut pas être dans cette logique politicienne, qu'il y a un leader et puis il y a des autres derrière. Ce n'est pas notre logique. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait des éclaireurs qui marchent aux côtés de la population et qui suivent les aspirations du peuple. À toute la population congolaise, de savoir que le combat est rude. Ce combat est parsemé de beaucoup des altercations, est parsemé de beaucoup de persécutions, mais on doit rester ferme, on doit rester solide, parce que le Congo exige de nous de la grandeur. On doit comprendre que nous avons un grand pays. On doit redonner la dignité à nos enfants, redonner la dignité à nos pères, redonner la dignité à nos mères. Et cela ne peut que se faire si nous sommes exigeants avec les autorités, si nous sommes exigeants avec ceux qui nous bâillonnent, si nous sommes exigeants avec ceux qui veulent nous restreindre ou nous astreindre à la résidence du silence. Et on doit comprendre aussi une chose aujourd'hui. Ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas Paul Kagame qui agresse le Congo. Ce n'est pas Kaguta Museveni qui agresse le Congo, mais c'est plutôt l'État américain qui nous agresse. Si on comprend et si on s'attaque directement dans nos publications, dans nos posts, dans nos critiques à l'Occident et aux États-Unis, et vous allez voir que les choses vont se passer directement, ils vont donner un coup de fil à Kagame et certaines choses arrêteront. Je suis tenté de dire que vous jouez les jeux du Rwanda ou de Paul Kagame. Comment pouvez-vous dédouaner Kagame dans cette agression? Non, je n'ai pas Kagame. J'ai dit simplement que, vous savez, dans un combat, il y a les marionnettistes et il y a la marionnette. Kagame n'est qu'une marionnette. Vous désorientez les Congolais. Non, j'ai désorienté parce que ce sont les autorités qui désorientent les Congolais en disant que l'agression du Congo, c'est le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un bâton qu'on frappe sur le Congo. Mais en réalité, il y a quelqu'un qui tient ces bâtons-là. Il y a une entité qui tient le bâton, le Congo. Et pour en finir, il ne faut pas simplement enlever le bâton. Parce que si vous enlevez le bâton, l'entité qui tient le bâton cherchera un autre bâton pour vous taper dessus. Merci. Vous devez vous attaquer à celui qui tient le bâton. Et c'est ça notre combat. Monsieur Fortifi Lushima, grand merci à vous pour votre disponibilité. Le plaisir est partagé. Merci aussi à vous de m'avoir reçu. C'est un honneur et un bonheur. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Très bien. Les portes des Perfect Télévision restent toujours ouvertes pour vous accueillir à tout moment. Merci. Et je rappelle que vous êtes coordonnateur national d'urgence panafricaniste. Très bien. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Grand merci également à toute l'équipe technique de Perfect Télévision. Cette émission est complètement terminée. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Bonne suite de programmes sur nos antennes.